Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien et que les épisodes vous ont plu, surtout spécialement les derniers épisodes que je vous ai créés. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, les épisodes sur Mercure et Vénus et la petite FAQ aussi que je vous ai faite. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dite dans la vidéo, mais les images que j'ai reconstituées, que j'ai générées avec l'IA. En fait, c'est une photo de moi, sur lequel j'ai intégré, en fait, des personnages de Marvel. Voilà, je me suis un peu amusé. Je ne sais pas si vous y avez, vu quelque chose ou pas, mais voilà, c'était un petit test que je voulais faire et c'était assez rigolo. Nous allons donc, continuer l'épisode numéro 14 sur les projets et propositions de recherche. Vous allez voir que c'est un épisode qui va être assez court, mais selon moi, il y a toutes les informations pertinentes et nécessaires pour avoir une bonne compréhension, hein, des initiatives privées et gouvernementales au sujet des projets, des propositions de recherche par rapport au Warp Drive. Alors déjà, je vous ai listé dans le premier point, hein, toutes les initiatives privées et gouvernementales, on va dire détaillées avec des chiffres et quelques statistiques de temps en temps. Et pour le deuxième point, on parlera des simulations numériques et des modèles expérimentaux. Vous allez voir que en ce qui concerne les simulations numériques, il y a beaucoup de choses à dire et on pourrait même, on va dire, on pourrait très bien effectivement développer encore plus le sujet sur chaque technologie, sur chaque modélisation, chaque simulation. Mais tant que vous ne me dites pas en commentaire, je ne prendrai pas la peine de le faire puisque selon moi, il y a déjà quand même toutes les informations nécessaires à sa compréhension de cet épisode. Mais effectivement, pour les plus foufous, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, eh bien oui, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de rentrer un peu plus dans le détail. Donc c'est parti, commençons de suite l'épisode 14. Donc en fait, en ce qui concerne les initiatives privées et gouvernementales, nous avons déjà, premièrement, un premier point sur lequel on va aborder, c'est les initiatives privées. Donc elles jouent un rôle crucial, hein, dans l'avancement de la recherche et du développement des technologies spatiales. Et il y a des entreprises spécialisées, hein, telles que SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic, qui sont à la pointe, hein, de l'exploration spatiale commerciale. Donc je vous ai fait un petit aperçu détaillé de leurs contributions, de leurs projets de recherche et de chiffres clés associés. Tout d'abord, on a SpaceX. Donc elle a été fondée par Elon Musk, hein, et qui a pour objectif de réduire les coûts de lancement et de rendre l'exploration spatiale accessible. Leur projet le plus ambitieux, hein, Starship, qui vise à transporter des humains vers Mars et au-delà. En 2023, il y a SpaceX qui a réalisé 61 lancements orbitaux réussis, établissant un record, hein, pour une seule année. Le coût par lancement, hein, de la Falcon 9 a été réduit à environ 62 millions de dollars, bien en dessous, hein, des tarifs traditionnels de l'industrie, hein. SpaceX investit également, hein, dans des technologies avancées telles que les moteurs à propulsion électrique et même les systèmes de récupération de fusées qui permettent de réutiliser les boosters Falcon 9 jusqu'à 10 fois. Ensuite, on a Blue Origin, hein, qui a été créé par Jeff Bezos, hein, qui se concentre, lui, sur la construction d'infrastructures pour une présence humaine durable dans l'espace. Leur projet New Shepard, hein, vise à offrir en fait des vols suborbitaux, hein, donc pour le touriste spatial, tandis que le New Glenn, pardon, excusez-moi, il est conçu en fait, hein, pour des missions orbitales lourdes. Et en 2022, il y a Blue Origin qui a effectué 5 vols suborbitaux avec succès, hein, qui a transporté des passagers civils et des charges, des charges vraiment utiles de scientifiques. Donc le New Glenn, en fait, hein, qui est prévu pour un premier lancement en 2024, il promet vraiment une capacité de charge utile de 45 tonnes en orbite basse terrestre. C'est incroyable. Et Blue Origin, il collabore avec la NASA et d'autres agences pour développer, hein, des technologies de descente lunaire. Je me tiens informé de cette information, je vous assure que je vais pas lâcher la moindre information qui va sortir. Ensuite, on a Virgin Galactic, alors, qui a été fondé par Richard Branson et qui se spécialise dans les vols suborbitaux, hein, donc pour le tourisme spatial. Et leur vaisseau Spaceship Two, qui est conçu pour transporter des passagers à la frontière de l'espace, offre une expérience incroyable, hein, unique, hein, de microgravité. Et en 2023, il y a Virgin Galactic qui a vendu à peu près 600 billets de vols suborbitaux, alors que chaque billet, écoutez bien, coûte environ 450 000 dollars. Donc Virgin Galactic, il explore quand même également des applications scientifiques aussi, il faut le dire,
et commercial pour ces vols, qui inclut la recherche en microgravité et les missions de surveillance de la Terre. Ensuite, on a les initiatives gouvernementales, donc c'est le deuxième point qu'on va aborder. Elles continuent effectivement de jouer un rôle essentiel dans la recherche et l'exploration spatiale, et souvent d'ailleurs en collaboration avec le secteur privé. Donc il y a quelques exemples notables avec des chiffres clés que je vous ai préparés pour vous. Tout d'abord, on a la NASA, donc, qui reste effectivement le leader mondial de l'exploration spatiale, et donc on a le programme Artemis qui vise à retourner, à réenvoyer des astronautes sur la Lune et à établir donc une présence humaine durable d'ici la fin de la décennie. Et en 2023, le budget de la NASA, donc, il a été porté à environ 25 milliards de dollars, avec 3,2 milliards alloués spécifiquement au programme Artemis. Donc ça fait un petit pourcentage, mais qui est quand même pas négligeable. La NASA, donc, elle travaille également sur des technologies avancées, telles que les systèmes de propulsion nucléaire thermique et les habitats spatials autonomes aussi. Les habitats spatials autonomes, pardon. On a l'ESA aussi, donc l'Agence spatiale européenne, que tout le monde connaît, je pense, qui collabore avec diverses agences et entreprises pour mener des missions de recherche et d'exploration. Et on a le programme ExoMars, que je pense que tout le monde connaît, tout fan connaît, qui est en collaboration avec Roscosmos, donc, qui en fait cherche des signes de vie sur Mars depuis pas mal de temps. Et le budget de l'ESA pour 2023, il était déjà à peu près de 7,15 milliards d'euros, avec 1,38 milliard d'euros qui a été consacré à l'exploration spatiale. Donc c'est quand même aussi, on va dire, c'est quand même un bon pourcentage. Et l'ESA est également impliquée dans le développement de technologies pour les missions habitées et robotiques vers la Lune et au-delà. Après, on a le CNES, bien sûr, le Centre national d'études spatiales, qui joue un rôle crucial et clé dans la recherche spatiale en France et en Europe. Le programme de micro-lanceurs et la participation aux missions internationales, telles que l'Observatoire spatial James Webb, illustrent leur engagement dans l'avancement des sciences spatiales et des technologies de lancement. En 2023, il y a le budget du CNES qui était à peu près de 2,7 milliards d'euros, avec une part importante qui a été dédiée au lancement et aux projets d'exploration. C'est pas grand-chose. Maintenant, sur le deuxième point, on va se concentrer sur les simulations numériques et des modèles expérimentaux. Vous allez voir qu'il y a pas mal de simulations numériques qu'il faut décrire, et on va aller un peu plus dans la profondeur. Et comme je l'ai déjà dit, ça mérite vraiment certainement des épisodes bien plus approfondis. Donc je vous encourage aux plus curieux de me laisser un commentaire, et on verra si je développe plus ou pas. Allez, c'est parti. Commençons maintenant par parler des simulations numériques et des modèles expérimentaux. Donc les simulations numériques sont des outils incontournables dans le domaine de la recherche spatiale et technologique. Elles permettent de modéliser, de tester et d'optimiser les systèmes complexes avant de passer à des essais physiques coûteux et souvent difficiles à réaliser. Les avancées en calcul haute performance ont permis de développer des simulations de plus en plus spécifiques, précises et sophistiquées. Et je vous ai fait un petit développement assez détaillé, je pense, des différentes applications et techniques de simulation numérique dans le domaine spatial. Vous allez voir, c'est super intéressant. La modélisation en fait de la dynamique des fluides, ou CFD, elle est utilisée en fait pour simuler le comportement des fluides, en fait qu'il s'agisse de gaz ou de liquide, dans des conditions très variées. Ça peut être en particulier dans le contexte spatial. Et donc le CFD, il est essentiel pour plusieurs points, et j'en ai retenu 3 pour vous. Tout d'abord, on a la simulation de l'écoulement de l'air autour des fusées et des vaisseaux spatials. Et ça permet en fait de comprendre les forces aérodynamiques qui agissent sur le véhicule, et de minimiser la traînée, et de maximiser la stabilité au vol en fait. Ensuite, on a le deuxième point, c'est l'optimisation des systèmes de propulsion. Là, c'est des moteurs à réaction, ou alors des moteurs avec des propulseurs ioniques, et puis d'autres systèmes de propulsion qui peuvent être utilisés et améliorés grâce à des simulations qui vont prédire en fait les performances dans différentes conditions de pression et de température. Puis après, nous avons aussi l'étude des effets thermiques, donc les simulations CFD, elles peuvent modéliser le transfert de chaleur dans les boucliers thermiques lors de l'entrée atmosphérique, ou alors d'une autre entrée atmosphérique,
et ça aidera ainsi à concevoir des protections thermiques plus efficaces et plus sûres. Alors une fois de plus, je tiens à m'excuser pour le bruit environnant, c'est très chiant et moi-même ça me stresse en fait quand je crée mes articles. J'essaie de trouver le bon moment pour expliciter, mon propos et malheureusement il y a toujours des bruits qui arrivent et c'est très chiant. Bref, passons sur le point suivant, sur les simulations de gravité quantique et vous allez voir aussi que c'est un point très intéressant. Donc la gravité quantique, c'est un domaine de recherche théorique qui cherche à unifier la relativité générale et la mécanique quantique. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder les précédents épisodes sur les trous noirs, sur les warp drives. J'ai eu l'occasion d'en parler très très souvent dans ces épisodes. Donc si vous n'avez pas connaissance de ces informations, allez-y de suite. Les simulations numériques dans ce domaine, elles visent déjà à comprendre les interactions gravitationnelles à des échelles extrêmement petites, et les applications, elles incluent plusieurs études. Tout d'abord, l'étude de la structure de l'espace-temps. Il y a des simulations de gravité quantique qui peuvent révéler des aspects inexplorés de la nature de l'univers, comme les propriétés des trous noirs et les singularités gravitationnelles. Puis aussi, on a l'exploration de la matière exotique, que j'ai eu l'occasion de parler très souvent dans mes épisodes, puisque ces simulations de gravité quantique pourraient permettre de simuler des conditions extrêmes et des modèles qui peuvent fournir des indices sur la formation de matière exotique et même de nouvelles particules. Et du coup, ça nous offrirait des perspectives pour des technologies très avancées comme la propulsion warp, que j'en parle très souvent lors de mes playlists. Maintenant, parlons des modèles de mission. Alors, ils utilisent souvent des simulations pour planifier et optimiser toutes les phases d'une mission spatiale. Et ça prend en compte une multitude de variables pour garantir le succès des opérations. Et ça inclut pas mal de choses. Donc, j'en ai retenu 3 pour vous, dont la trajectoire de vol, par exemple, qui, elle, en fait, en gros, permet des simulations qui permettent en fait de calculer les trajectoires optimales pour minimiser la consommation de carburant et maximiser l'efficacité des missions, que ce soit pour des satellites en orbite, des sondes interplanétaires ou des missions habitées. Après, il y a la fenêtre de lancement qu'il faut penser. Il va falloir déterminer les fenêtres de lancement les plus favorables pour pour des missions, en tenant compte des positions relatives des corps célestes. Il va falloir prendre en compte toutes ces choses-là. Et il y a des conditions météorologiques aussi et des contraintes opérationnelles qu'il faut prendre en compte. Et après, bien sûr, la planification des ressources qui est très importante dans l'opération, c'est de simuler en fait la gestion des ressources à bord des vaisseaux spatials, comme l'énergie, l'oxygène, les approvisionnements, pour assurer en fait la viabilité des missions de longue durée, quoi. Et puis, dernièrement, nous allons parler aussi des applications avancées et des défis qui s'apportent à nous, qui s'offrent à nous, pardon. Les simulations numériques en fait avancées, elles présentent plusieurs défis, notamment la nécessité de ressources informatiques considérables avec l'IA, on va intégrer l'IA aussi là-dedans pour optimiser tout ça, avec des données précises pour alimenter les modèles. Et il y a quelques défis et innovations que je vous ai concoctés, trouvés pour vous, pour votre plus grand plaisir. Tout d'abord, nous avons le calcul haute performance, donc le HPC. Ce sont des simulations complexes qui nécessitent des capacités de calcul énormes, souvent fournies par des superordinateurs. Et l'optimisation de ces simulations pour fonctionner efficacement sur des architectures HPC, c'est une discipline en soi. Il va falloir des matériaux spécifiques, un environnement spécifique et des conditions spécifiques. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte pour pouvoir augmenter les capacités de ce superordinateur. Ensuite, nous avons la modélisation multiphysique. Donc il va falloir intégrer plusieurs domaines de la physique, comme la mécanique des fluides, l'électromagnétisme et la dynamique structurale dans une seule simulation pour permettre en fait des prédictions plus précises, mais complexes, et très complexes également de ces modèles qui sont déjà connus. Puis après, nous avons l'IA. Donc, il va falloir utiliser l'IA pour analyser les résultats des simulations et puis optimiser les paramètres des modèles en temps réel. Donc, l'IA, en fait, elle peut aussi aider à identifier des patterns et des solutions innovantes dans les énormes volumes de données qui sont générés par ces fameuses simulations.
Puis après, bien sûr, nous avons la validation expérimentale, donc les résultats des simulations doivent être continuellement comparés et validés par des données expérimentales pour s'assurer de leur précision. Et ça nécessite des collaborations étroites entre les modélisateurs et les expérimentateurs. Donc en conclusion, les simulations numériques sont vraiment des outils puissants qui permettent de repousser les limites de notre compréhension et de notre capacité à explorer l'espace, et elles jouent un rôle central dans la conception, l'optimisation et la validation des technologies spatiales, qui va rendre possible bientôt des avancées qui étaient inimaginables il y a quelques décennies, quoi. Donc l'épisode 14 y met en lumière l'importance des initiatives privées et gouvernementales, ainsi que ces avancées dans les simulations numériques et les modèles expérimentaux pour propulser la recherche spatiale grâce à ces efforts combinés. Et on fait tous partie des progrès significatifs vers la réalisation de ces technologies avancées nécessaires pour cette exploration interstellaire. Et la collaboration continue entre les secteurs privés et publics, soutenus par des outils de simulation de pointe et des expériences rigoureuses, ouvriront forcément la voie à une nouvelle ère de découverte et d'innovation spatiale. J'espère que cet épisode, en tout cas, vous a un petit peu conquis, quoi, entre guillemets, sur le futur potentiel de ces peut-être propositions de recherche et projets qu'on pourrait avoir dans le temps, quoi, dans notre futur. J'espère que voilà, ça a été assez clair. Pour le prochain épisode, en tout cas, nous allons parler effectivement du point numéro 5, c'est-à-dire les implications et perspectives. Donc on va rentrer un peu à la fin de ce sommaire sur les warp drives. Nous parlerons dans le prochain épisode donc des implications pour la colonisation de l'espace et les voyages interstellaires. On va se poser tout un tas de questions. On va essayer de faire un petit truc, un petit podcast vocal vraiment sympa sur lequel on va pouvoir peut-être même interagir. J'espère que vous pourrez répondre à certaines des questions que je vais vous poser. Le deuxième épisode de ce point 5 concernera les conséquences sur la compréhension de l'univers. C'est un aspect, une idée globale de toutes les connaissances que nous avons acquises durant tous les épisodes sur les warp drives et sur les trous noirs, parce que je suppose que si vous regardez les warp drives, c'est que vous avez regardé aussi les épisodes sur le trou noir, sur les trous noirs. Et après on parlera bien évidemment à chaque fois, comme je le fais à chaque fois, des perspectives futures et des domaines de recherche qui seront émergents et qui vont peut-être être dévoilés bientôt dans un futur proche. Voilà, après la conclusion, on verra ça par la suite, on n'est pas pressé. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé un très bon épisode, quoi, que vous avez passé un bon moment. À très bientôt, en tout cas, abonnez-vous. Laissez un petit commentaire pour me donner du courage. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.